Bienvenue sur le podcast 1000 écoutes. Je pense que l'objectif est assez explicite, mais détendez-vous, vous n'êtes pas sur le podcast qui doit faire 1000 écoutes, mais sur le journal de bord de mon autre podcast. Pour me présenter, je suis Lucien Roy, je suis family officer, mon métier est d'aider les dirigeants dont la fortune dépasse 50 millions d'euros à gérer leur patrimoine. J'anime le podcast intitulé Le Family Office, qui est ma formation continue auprès des meilleurs professionnels de la gestion de fortune. C'est un podcast de niche destiné aux professionnels de la gestion de fortune et mon objectif d'ici le 30 juin 2024 est que chaque épisode soit écouté par 1000 professionnels qui sont donc dans mon champ d'activité de la gestion de fortune. Et je te partage les coulisses de cette croissance dans ce podcast informel. On est donc le 11 février, il me reste 4 mois et demi pour atteindre ces 1000 écoutes par épisode en moyenne. Depuis le début du mois de février, nous avons atteint 1076 écoutes. Donc c'est vachement cool. Je pense que ça va nous faire encore un nouveau record. Parce que, certes, le mois de février est plus court que les autres mois, donc peut-être que 3 jours de moins, ça nous portera préjudice, mais c'est même pas sûr, parce que là, on est déjà quasiment à 1000 écoutes, on va arriver vers les 3000 probablement à la fin février si ça continue comme ça, et donc c'est super positif. Ça veut dire que, comme tu le sais, si on atteint 3000 écoutes par mois, c'est le rythme de croisière nécessaire pour atteindre les 1000 écoutes de moyenne par épisode. Donc ça c'est parfait. D'abord, je te dois quelques excuses parce que j'ai oublié, ou alors il y a eu deux choses. Il y a un épisode que j'ai oublié de te publier, et puis un épisode sur lequel j'ai eu un problème technique dans la publication. Et donc en fait, j'ai dû te publier en début de semaine dernière 2 épisodes d'affilée. Donc voilà, je les avais enregistrés au bon moment, mais il se trouve que dans mon process là, de publication, je le fais après un peu quand j'ai le temps. Donc des fois j'oublie, c'est vrai que ce serait peut-être plus smart de le faire dans la foulée, mais comme j'ai envie de faire autre chose, de me coucher, d'aller me détendre, généralement je n'y pense pas forcément. Donc excuse-moi, j'avais oublié de publier le podcast. Maintenant, ça n'enlève rien donc à la timeline et ça n'enlève rien au plan du podcast qui est toujours le même avec les sections, d'abord la section de recadrage, ensuite la section d'astuces de productivité, les lectures de la semaine, la revue de la semaine écoulée et la to-do de la semaine prochaine. Sans vouloir te teaser, aujourd'hui, cette semaine était une grosse semaine, la semaine prochaine le sera également et on est en train de passer des étapes essentielles pour le podcast, donc je suis ravi de le faire en ta compagnie avec ce micro. D'abord, le plan des recadrages. Je vais d'abord te partager l'astuce pour lire dans les pensées. Ensuite, on va étudier la citation Make your partners rich. Ensuite, juge-toi comme tu jugerais les autres. Et enfin, la vraie confiance. Et je t'expliquerai un petit peu tout ce que ça veut dire. Donc on commence tout de suite par les recadrages de la semaine. C'est parfois une simple phrase ou la réalité qui nous met une leçon. Le but de cette section est de capitaliser dessus pour progresser. Je vais d'abord te donner l'astuce pour lire dans les pensées. Ça, c'est issu de mon travail de la semaine et notamment de mon rendez-vous avec un grand cabinet d'avocats pour qu'ils puissent devenir les sponsors du podcast. Donc je te l'avais dit, le mois de février, c'est le mois où on recherche des sponsors et le but, ça va être de financer la croissance du podcast, de pouvoir se lancer dans des projets plus ambitieux, peut-être de pouvoir aussi un petit peu déléguer. Ça, on verra ce qu'il est possible de faire. Toujours est-il que j'avais donc ce rendez-vous avec des avocats, rendez-vous dans lequel j'étais avec donc 2 avocats et la directrice marketing du cabinet. Et là, c'était intéressant parce qu'évidemment, j'avais préparé ce rendez-vous. Je savais ce que je voulais à peu près leur proposer sous réserve de tout ce que j'allais apprendre dans le rendez-vous, parce que le but, tu le sais, en fait, à chaque fois que je vais voir un sponsor, le but, c'est pas d'avoir un truc préconçu qui va peut-être convenir ou pas. Le but, c'est de construire avec lui ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Et ça, pour moi, c'est très important parce que la valeur ajoutée du podcast par rapport à d'autres émissions, par rapport à d'autres médias, c'est justement ça. C'est justement cette fabrication sur mesure. Et malgré tout, il y a une chose que je n'avais pas faite sur mesure et je m'en suis rendu compte lors de ce rendez-vous. Parce que finalement, là, ça fait déjà la
quatrième ou cinquième rendez-vous de vente du podcast. Et ça me permet de commencer à dégager des enseignements et de trouver des choses que je ne savais pas et de pouvoir m'améliorer. Et cette chose que je ne savais pas, c'est que en fait, à chaque fois que je rencontre un nouveau professionnel, il a des motivations par rapport au podcast qui sont différentes. Il a des croyances sur le fait que le podcast va pouvoir lui rapporter des clients ou pas qui sont différentes. Et il place le podcast dans sa stratégie marketing de façon très différente. Donc autant de différences qui font qu'en fait, quand je vais rencontrer un professionnel, tout ça, je ne le sais pas à l'avance. Et dernièrement, j'essayais de lire dans ses pensées. Je me disais, bon ok, c'est un gros cabinet, du coup le podcast ça va leur apporter telle chose. Et j'ai toujours beaucoup raisonné en termes de retour sur investissement et en termes de combien tu vas encaisser grâce au podcast. En gros, mon pitch de vente, pour être très clair, c'est grâce au podcast, tu as 800 personnes en moyenne aujourd'hui qui vont t'écouter sur chacun des épisodes. Donc si tu fais 5-6 épisodes, tu multiplies, ça va faire des milliers d'écoutes, donc des milliers d'écoutes qu'on espère des mêmes personnes, donc ça va faire des personnes, peut-être 1000-2000 personnes qui t'ont écouté plusieurs fois. Et donc après, je leur dis, voilà, vous savez un peu ce qu'un client vous rapporte, vous savez ce que vos partenaires vous rapportent. S'il y a 5000 partenaires qui vous découvrent, qu'est-ce qui va se passer pour vos ventes ? Et en fait, généralement, ils me disent, je sais pas. Alors certains me disent qu'ils savent, d'autres me disent qu'ils savent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, mon argumentaire complètement basé sur le nombre de ventes et sur en fait comment être sûr que tu vas être ROI positif sur cette opération ne tient pas la route. Il ne tient pas la route pas pour des raisons pratiques, il ne tient pas la route parce qu'il ne parle pas à certains de mes prospects. Et ça, je m'en suis rendu compte là de façon assez flagrante dans ce rendez-vous, où en fait, même si c'est un cabinet très structuré, même s'ils ont une directrice marketing, même s'ils font beaucoup d'efforts sur le marketing, en fait, à la fin, ils n'ont pas vraiment d'informations sur ce qui leur apporte des clients, sur ce que leur apportent leurs partenaires, etc. Ils ne savent pas ces informations. Donc ça, c'est des métriques très business que eux n'ont pas. Et donc si moi je leur dis qu'ils vont améliorer ces métriques très business et qu'ils les ont pas, tu l'as compris, ça les convainc pas du tout, voire même ça les déchauffe un peu. Ils se disent attends, tu nous aides à améliorer un truc qui pour nous ne compte pas, non pas parce que ça ne compte pas dans l'absolu, mais parce qu'on ne le mesure pas. Donc pour nous ça n'existe pas, cette mesure. Et voilà, donc ça m'a remis un peu les choses en perspective par rapport à ça et sur l'importance de lire dans les pensées des prospects, non pas en lisant dans leurs pensées comme j'essaie de le faire, mais simplement en leur posant des questions. Et maintenant, une question qui va systématiquement être posée dans mes entretiens avec des potentiels sponsors, c'est comment mesurerez-vous le résultat de cette campagne ? Tout simplement parce que si je ne pose pas cette question, comme je ne l'ai pas posée depuis le début, soit je tape dans le mille, j'ai de la chance, et la personne mesure effectivement le succès à un nombre de ventes, à des clients qu'il va pouvoir avoir, soit ce n'est pas le cas, et du coup je me retrouve un petit peu court avec mes arguments, parce que finalement je sais que j'ai une batterie d'arguments qui ne vont pas convaincre. Donc voilà, maintenant l'astuce pour lire dans les pensées des sponsors, ça va être simplement de leur poser la question, et je vais essayer d'appliquer cette méthode pour les autres sujets aussi. Donc là en tout cas, tu le sais, je te raconterai tout à l'heure, mais la semaine prochaine j'ai une réunion de vente pour le podcast, et donc je poserai évidemment cette question: comment mesurez-vous le résultat de cette campagne de podcast ? Recadrage suivant, make your partners rich. Donc rends tes partenaires riches. Ça c'est intéressant comme phrase, je l'ai entendu dans un podcast cette semaine, et je pense que ça m'a touché pile poil au bon moment. Parce qu'en fait ces semaines, je suis un peu le cul entre deux chaises, parce que à la fois je sais à quel point le podcast apporte de la valeur, je sais à quel point c'est génial et à quel point ça va pouvoir rapporter des clients aux gens qui passent. Donc j'ai envie de vendre en fait les épisodes du podcast. Et en même temps, j'ai aussi envie de pouvoir interviewer des gens qui ne payent pas forcément, qui sont les meilleurs professionnels tout simplement, et voilà, juste les interviewer quoi. Donc conserver le même principe du podcast. Le problème, c'est que du coup, quand il y en a qui payent, d'autres qui payent pas, tu dis c'est quoi qui fait la différence entre les deux ? Donc déjà, tu es sur une sorte de continuum où il y a en gros les professionnels qui sont des maxi-stars, du coup c'est évident qu'ils payent pas. Tu as les professionnels qui, on va dire, démarrent mais sont excellents, donc méritent de passer sur le podcast, mais
eux, ils vont rien rapporter en termes de notoriété au podcast, donc c'est bien qu'ils payent. Et puis après, il y a tout un continuum, et du coup, tu sais pas où placer les autres. Et c'est ça mon problème en ce moment, c'est qu'en fait, je me pose 10 000 questions sur, en fait, ah oui, qui paye pas, etc. Et ça me fait vraiment des nœuds au cerveau, ça complique énormément le process du podcast. Et tout ça aussi dans l'optique de me dire, non mais attends, le partenaire, il arrive, lui, il fait rien, il parle pendant 1 heure, il a 800 personnes qui l'écoutent, et waouh, en fait, il a un bénéfice de dingue. Et je me disais, bah attends, moi je m'y retrouve pas, en fait, moi je retire rien du truc, lui il retire plein de trucs, l'audience retire plein de trucs, mais au final, c'est moi qui me fais léser dans l'opération. Donc, ça me faisait un peu tergiverser, je me disais, mais qui est-ce que je vais bien pouvoir inviter, enfin voilà, je me posais plein de questions. Et en complément de cette phrase « rends tes partenaires riches », l'argumentaire était de dire, finalement, ce qui est bien quand tu rends tes partenaires riches, c'est qu'ils ont envie de continuer à travailler avec toi, et du moment que le deal est bon pour toi, tant mieux. Et tant mieux si c'est excellent pour tes partenaires. Parce que si le deal est bon pour toi, et que tu gagnes, et que tu ailles gagner aussi, et que tu es content de faire l'opération, si l'autre il gagne 10 fois plus que prévu, bah tant mieux, c'est génial en fait. Et c'est vrai que du coup, ça nous met dans une posture où on n'est pas là à vouloir extraire la valeur. Parce que moi, j'étais en train de me dire, bon bah, ok, moi je veux bien créer de la valeur pour les autres, mais j'en veux une partie. J'en veux une partie significative, parce que c'est quand même, si le podcast n'existait pas, ils n'auraient pas cette valeur. Donc, ça m'empêchait un petit peu d'avancer sur les interviews qui n'étaient pas sponsorisées. Et je pense que c'est une mauvaise façon de réfléchir, parce que non, déjà, ça me bloquait, et puis deuxièmement, bah, c'est vrai que si tu rends tes partenaires riches et qu'ils ont hyper envie ensuite de continuer à bosser avec toi, et toi tu les retrouves quand même, bah tant mieux, en fait, tant mieux de faire de l'argent aux autres, et du coup, je suis content d'avoir cette nouvelle petite maxime qui va me tourner en tête, parce que ça va me permettre d'avancer beaucoup plus vite sur de nombreux sujets et de créer des deals qui sont incroyables pour les partenaires. Et là, tous les partenaires que j'ai aujourd'hui, je te dis que j'ai un contrat avec eux sur ce qu'on va faire, etc. Mais le but, c'est de surdélivrer à mort. En fait, je veux que chaque partenaire devienne un prescripteur. Il me semble que je te l'avais déjà dit dans le dernier épisode. En tout cas, make your partners rich. Pour moi, ça va être une phrase importante dans les prochaines semaines, parce que ça me permet de me rappeler que on est là pour le long terme, et que en fait, bah, si l'autre partie gagne plus que moi, et en fait, tant mieux, parce que ça lui donnera plus envie de travailler avec moi pour la suite. Maintenant, de la phrase suivante, le recadrage suivant, juge-toi comme tu juges les autres. Ça, c'est encore du Alex Hormozy, hein. Je pense que là, en ce moment, tu te rends compte que je suis particulièrement influencé par cette personne qui offre des conseils et des points de vue qui sont assez différents. En ce moment, je me pose plein de questions, du coup, par rapport notamment aux partenaires, aux sponsors, et du coup, je me sens un peu indécis. Je suis toujours en train de peser le pour et le contre. On va dire que mentalement, je me pose des milliers de questions. Sauf qu'en fait, mentalement, je me pose ces questions, mais dans les faits, je continue à faire mes actions. Je continue à poster tous les jours sur LinkedIn, je continue à faire un podcast toutes les 2 semaines, je continue à exécuter le plan avec force, et en fait, c'est tout ce qui compte. Et ce que dit cet Alex Hormozy, c'est que finalement, on juge les autres par leurs actions. Quelqu'un dont on dit qu'il est patient, on le dit parce que on constate que dans les faits, il n'a pas l'air impatient, mais qui sait, peut-être qu'intérieurement, il bouillonne. Et moi, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens indécis, mais en réalité, est-ce que je suis indécis par rapport à mes actions ? Non. Mes actions montrent qu'en fait, j'avance dans la bonne direction, et que malgré ces obstacles d'indécision, eh bien, je suis quand même dans le bon chemin. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant comme recadrage, en fait, à se donner, parce que ça permet peut-être d'avoir un peu plus d'objectivité et de ne pas se juger sur une sorte d'activité mentale intense, parce que finalement, si on fait le travail, c'est tout ce qui compte. Et dernièrement, je vais te parler de la vraie confiance. La vraie confiance, c'est quoi ? J'ai parlé avec une personne de ma famille qui veut lancer un nouveau projet, et donc on échangeait là-dessus, et puis cette personne me dit au bout d'un moment, en fait, peut-être que je manque de confiance, et que du coup, c'est pour ça que je ne fais pas ce projet. Je lui dis, c'est normal de manquer de confiance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as aucune preuve que tu as déjà réussi ce genre de choses, tu l'as jamais fait. Donc c'est normal de ne pas avoir confiance, parce que la confiance, ça se crée par les résultats, par les preuves. Est-ce que tu fais confiance
à une personne que tu rencontres pour la première fois que tu connais pas? Est-ce que tu fais confiance dans la fidélité de ton partenaire dès le premier jour où tu le rencontres? Probablement pas. Probablement que ça se crée dans la durée et que ça se crée en amassant peu à peu, jour après jour, des preuves. Et ça, c'est une définition de la confiance qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé, qui est de dire, en fait, la confiance, c'est pas une question de se dire que t'es le meilleur dans le miroir, c'est une question d'accumuler suffisamment de preuves pour considérer que ce que tu dis est juste, est normal et ne peut pas être remis en cause. Et ça, je trouve que c'est une façon de cadrer la confiance qui est très intéressante parce que ça évite déjà d'être un peu dans une sorte d'illusion où tu te convaincs toi-même que t'es génial alors qu'en fait tu l'es pas. Et puis deuxièmement, ça te pousse au travail, ça te pousse à avancer, ça te pousse à faire et à exécuter pour pouvoir avancer et faire ce que tu as prévu. Donc voilà pour ce volet de confiance. J'espère que peut-être que ça t'aidera. En tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de me rappeler régulièrement parce que parfois on se sent un petit peu faiblir et finalement si tout ce qui manque c'est un petit peu de preuve, il suffit de se créer la preuve et ça donne beaucoup de force. On passe maintenant à la section astuces de productivité. J'ai coaché des entrepreneurs pendant 5 ans sur la productivité au travail et je capitalise sur mon expérience pour atteindre les 1000 écoutes en parallèle de mon métier de family officer. Alors, dans la productivité, j'ai 2 petites astuces aujourd'hui à te donner. On va essayer d'être relativement rapide. La première, c'est celle dont je te parle depuis 3-4 semaines maintenant, c'est le tracking des tâches. Donc je t'avais raconté il y a plusieurs semaines que je créais un tableau Excel dans lequel je traquais les habitudes que j'avais. Et en gros, si j'ai bien mis en place l'habitude, je mets un 1, si je ne l'ai pas fait, je mets un 0, puis à la fin de la semaine, on fait les calculs, on fait les comptes. Et donc ça marche de mieux en mieux. D'ailleurs, je ne t'ai pas partagé, si je ne me trompe pas, mes pourcentages de réussite, alors que je voulais le faire, parce que comme ça me permet d'être un peu responsable vis-à-vis de toi de ces réussites. Donc là, cette semaine, dans les tâches quotidiennes, on est à 92% de réussite, c'était 90,7% la semaine dernière, donc c'est sensiblement la même chose, mais ce qui est bien, c'est que on a de la régularité et ça avance bien, donc ça c'est sympa. Et dans les tâches hebdo, là c'était là où j'avais un peu plus de soucis, j'étais qu'à 58% la semaine dernière, si je me trompe pas, et là j'en suis à 71,43, donc c'est pas mal, ça progresse. Je suis content de la façon dont on avance sur ce sujet-là. Donc voilà, franchement, traquer ses habitudes pour avoir de plus en plus de feedback. Je t'invite, comme d'habitude, à réécouter les épisodes d'avant dans lesquels je t'explique un peu plus en détail quel est ce tableau Excel, comment il fonctionne, etc. Tu verras que c'est intéressant. Je me suis dit que c'était un peu une fausse astuce de productivité parce que je t'en parle quasiment à tous les épisodes maintenant, donc je vais t'en donner une autre. C'est une astuce que j'ai mis en place cette semaine et qu'en fait je mets en place un peu en permanence, c'est faire des promesses que tu peux tenir. Faire des promesses que tu peux tenir, ça c'est vraiment hyper important parce que je pense que c'est une question de crédibilité. Moi je rencontre beaucoup de professionnels qui me disent je vous le fais pour demain et en fait demain c'est jamais. Donc ça c'est extrêmement désagréable et moi ça me fait rentrer en désamour très rapidement d'avoir des gens qui te disent qu'ils vont faire un truc alors qu'ils le font pas. Donc le secret c'est d'être honnête finalement avec les gens, ça permet de faire un lien avec un des recadrages de la semaine dernière, de faire des promesses honnêtes, de dire la vérité pour qu'en fait tu puisses tenir ta promesse et tu crées pas de frustration. Et tu puisses tenir ta promesse sans non plus être super stressé. Là par exemple en ce moment j'ai plein de dossiers au travail, donc il y a des trucs que je peux pas traiter maintenant. Et donc je suis obligé de décaler les trucs, même si ça fait pas plaisir à certaines personnes. Et à moi le premier, y a des trucs qui sont obligés d'être décalés parce que c'est juste pas la priorité. Et ça c'est important de le communiquer pour que tout le monde soit à la même page et que tout le monde soit au courant et que t'es pas juste là en train de glander ou en train de faire des promesses en l'air. Donc ça, intéressant, important, ça m'a permis notamment de passer un bon week-end sans être stressé, tout en sachant que j'ai 10 milliards de trucs à faire la semaine prochaine. Mais je sais que j'ai fait des promesses que je pouvais tenir et donc je suis à l'aise avec ça. Maintenant, on va passer aux lectures de la semaine, 2 ou 3 ressources pour prendre de la hauteur et donner de meilleurs conseils à nos clients pour en finir avec la dictature des news en continu.
Alors cette semaine a été particulière, un petit peu comme la semaine dernière, mais en mieux. C'est-à-dire que j'ai quasiment rien consommé comme contenu cette semaine. Je t'avais dit qu'il y a 3-4 semaines, j'avais un de mes problèmes qui était que je consommais trop de contenu, je traînais sur YouTube, etc. Ça a complètement disparu de ma semaine, peut-être grâce à mon tableau Excel, qui sait. J'ai une case verte dans mon tableau Excel quand je ne procrastine sur aucune vidéo de toute la journée. Donc cette semaine, je crois que j'en ai eu 6 ou 7 des cases vertes. Et mon objectif, c'est d'en avoir 6 par semaine. Je crois que j'en ai eu 6 parce que le samedi ou le dimanche, je m'autorise à regarder 2-3 vidéos. Et donc 2-3 vidéos, c'est pas 0. Donc c'est compté comme de la procrastination sur YouTube. Bref, cette semaine, rien de consommé en termes de vidéos, quasiment pas. Aucune minute de lecture. Donc là, c'est un peu un truc sur lequel je me questionne. À la base, je voulais lire 1 à 3 heures par semaine, et depuis 2-3 semaines, je le fais pas. Donc, je sais pas. Est-ce que c'était le bon choix de vouloir mettre en place cette habitude ou pas ? C'est vrai que mon habitude, c'est plutôt de fonctionner en saison. J'ai du mal à lire lentement. Généralement, quand je lis toute la journée, quoi. Je lis tout un week-end, je lis 1 ou 2 livres d'un coup. C'est vrai que je suis assez presque impulsif dans mes lectures. Et là, le fait de vouloir le faire régulièrement, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Donc, à voir. Je vais quand même essayer de continuer à le faire. Et puis, si ça continue à ne pas fonctionner, eh ben, je changerai d'habitude. Je changerai d'objectif. Malgré tout, j'ai quand même lu quelques petites choses. C'est pour ça que j'ai laissé la section. La première chose, c'est un résumé du livre Naval Manak. Donc, c'est Naval Ravikant, qui est un mec de la Silicon Valley, quoi, et qui a écrit un bouquin sur un peu des conseils de vie pour en gros être heureux et gagner de l'argent, quoi. C'est un peu son truc. C'est un livre très intéressant avec plein de recadrage, justement, donc j'aurais pu aussi le mettre dans cette section. J'en avais trouvé un résumé sur internet qui était excellent, que j'ai un peu retravaillé et qui est maintenant dans mes notes. Et vraiment, ça valait le coup de le lire. J'ai aussi relu une partie, enfin même la totalité du résumé de The Business of Expertise, qui est un excellent livre également pour toutes les personnes qui vendent leur savoir, leur connaissance, en tout cas un service à haute valeur ajoutée. Donc je trouve que c'est quand même intéressant parce que certes, je n'ai pas lu de nouveaux livres cette semaine, mais j'ai pu me replonger dans les lectures que j'ai déjà faites, et c'est aussi une des façons de progresser en lisant, c'est d'appliquer encore et encore ce qu'on a déjà lu, au lieu de continuer à toujours lire plus. Donc c'est une sorte de défaite, la lecture cette semaine, mais il y a quand même un semi-point positif qui se trouve à ce niveau-là. Maintenant, on va passer à la revue de la semaine écoulée. Je reprends la to-do de la semaine et je te partage mes avancées et tests pour développer le podcast. Cette semaine a été fructueuse. Fructueuse parce que j'ai publié un épisode alors que c'était vraiment tendu. J'ai failli ne pas le publier, mais je me suis dit tu tiens quoi qu'il arrive, et ça a tenu, donc ça c'est cool. J'ai préparé les posts pour la semaine prochaine, ça c'est sympa, j'en ai même préparé d'autres. J'ai post-produit 2 épisodes pour des futurs posts LinkedIn, parce qu'en fait, tu le sais, mon but, c'est de faire 20 posts LinkedIn par mois, et pour rentabiliser cette activité LinkedIn et la faciliter, je fais des posts au sujet des anciens podcasts. Ça me permet de repromouvoir d'anciens podcasts et donc de refaire des vagues d'audience sur d'anciens podcasts, ce qui est particulièrement intéressant pour atteindre l'objectif de passer à 1000 écoutes en moyenne par épisode. Et là, donc, j'ai post-produit 2 épisodes pour des futurs posts, donc ça c'est vraiment sympa, ça va me donner pas mal d'opportunités de continuer à promouvoir le podcast. Donc ça, excellent point. J'ai fait un rendez-vous avec donc un cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats, son but c'est d'être un sponsor expert. Je t'ai parlé des 4 catégories de sponsors dans un des derniers épisodes. Je te rappelle, il y a le sponsor pour un podcast, il y a des sponsors qui peuvent être un sponsor saison. Le sponsor saison, c'est un partenaire qui t'accompagne pendant toute l'année, par exemple, et qui va soit avoir un pré-roll, soit avoir différentes interventions sur le podcast. Ensuite, il y a le sponsor expert qui, lui, intervient sur des sujets spécifiques d'expertise tout au long de l'année. Donc là, c'est le but d'avoir un cabinet d'avocats là-dessus. Il y a des sponsors plus ponctuels qui vont être que sur un épisode. Et puis enfin, il y a des sponsors services. Les sponsors services, ce sont des personnes qui fournissent des services à ton audience et qui peuvent du coup intéresser. Ça pourrait être l'exemple d'un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les notaires avocats, ça pourrait être l'exemple
d'un cabinet de recrutement, ça pourrait être l'exemple de plein de trucs comme ça, de services qui sont fournis aux personnes qui écoutent ton podcast. Donc voilà, ça c'était les 4 catégories de sponsors que je t'ai rappelé. Et donc là j'avais un rendez-vous pour le sponsor expert du podcast, ça s'est bien passé, j'attends le retour, il va falloir que la balle est dans leur camp, ils vont voir si c'est dans leur budget de passer sur le podcast, et si ça l'est, je pense qu'on réussira à avancer après quelques négociations, parce que je sens qu'ils ont envie de négocier des termes, et je trouve ça génial, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on va créer un partenariat sur mesure et qui va plaire à tout le monde. Ensuite, j'ai fait mes ajouts LinkedIn. Comme tu le sais, dès qu'il y a des gens qui m'ajoutent sur LinkedIn, je leur envoie un petit message pour parler avec eux. Ça me permet de rencontrer des auditeurs, ça me permet d'avoir du feedback, et c'est très important, mais c'est quand même une tâche extrêmement chiante à faire, parce qu'en gros, il faut juste faire un message que tu copies-colles plus ou moins et que tu essaies de personnaliser un petit peu pour chaque personne. Donc c'est vraiment un truc, c'est de l'abattage, c'est un peu idiot, mais là j'ai reçu énormément de réponses. Là, je crois que j'avais 36 ou 37 messages non lus sur LinkedIn, donc il va falloir que j'y réponde la semaine prochaine, mais le point positif c'est quand même que j'ai fait ces ajouts LinkedIn, même si c'est chiant. Ensuite, j'ai tourné un épisode également cette semaine, donc ça c'est cool, ça me permet de continuer à avoir du mood, de la marge pour avancer. J'ai trouvé de nouveaux invités que je n'ai pas encore contactés, mais que je vais contacter là en début de semaine prochaine. Et en dernier lieu, j'ai clarifié l'avenir du podcast. Là, j'hésitais pour la suite à passer sur certains contenus peut-être plus mainstream, du contenu court sur TikTok, YouTube Short, etc., comme j'avais déjà fait. Et finalement, je ne vais pas le faire. Non pas que ce soit pas intéressant pour les podcasts de le faire, hein. Je pense qu'il y a plein de situations dans lesquelles c'est intéressant. Néanmoins, je suis très niché. J'ai pas envie de faire des contenus short juste pour ma niche, parce que franchement les contenus short c'est vraiment relou à faire. J'en ai fait pendant très longtemps et je sais ce que ça coûte. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus de ressorts de croissance à faire du contenu de qualité sur LinkedIn plutôt que de me disperser à faire en plus des contenus TikTok, etc. Donc voilà, je ne vais pas le faire et je suis content de cette décision qui me permet de me clarifier les esprits pour la suite et de continuer à avancer. Donc le levier principal de promotion du podcast, ça restera LinkedIn avec en plus bien sûr la newsletter, toutes les plateformes de podcast, etc. Mais ça, tu connais comment on promeut un podcast. La to-do de la semaine prochaine, tu es dans le cockpit du podcast et tu vois ce que je fais. Je vais poursuivre les contacts des sponsors experts que j'ai dans le pipe. Là, j'ai 3 cabinets d'avocats en ce moment dans le pipe. Un que j'ai déjà rencontré, l'autre, j'ai déjà fait un premier rendez-vous, et le dernier pour lequel j'attends le premier rendez-vous. Donc là, on est pas mal là-dedans. J'espère qu'il y en a un des 3 qui va signer. Ça m'évitera de refaire des batchs pour des nouveaux sponsors experts. J'ai la semaine prochaine une réunion avec un sponsor potentiel qu'il va falloir bien préparer. Je vais travailler l'offre du podcast et travailler également la façon de la présenter et la façon surtout de lire dans l'esprit de mes contreparties, de mes interlocuteurs, et donc en fait de leur poser les bonnes questions et donc de tirer les enseignements de tous les rendez-vous que j'ai déjà faits. J'ai noté un autre truc, mais je ne comprends pas ce que j'ai noté. Donc, ah oui, je vais lancer un nouveau sponsor que j'aimerais avoir. Voilà, il y a un nouveau sponsor là, il y a un nouveau partenaire que j'ai détecté, que j'aimerais bien avoir sur le podcast, avec qui on pourrait faire un projet assez cool. Donc je vais les contacter aussi cette semaine. Je vais répondre à certaines demandes de participation au podcast. J'ai besoin, il y a notamment une boîte là qui m'a demandé de participer. J'ai surtout besoin de savoir s'ils sont bons ou pas. Et s'ils s'adressent à notre segment de gestion de fortune. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent passer un peu partout dans les podcasts et qui en fait tirent un peu à vue dans le truc. Ils ont un produit qui s'adresse à des petits investisseurs et puis ils s'adressent au podcast Le Family Office. Ça va jamais marcher en fait de faire ça, parce que mes auditeurs ne seront pas sensibles à leur offre et nos clients le seront encore moins. Donc là, il faut que je vérifie ça et que je vérifie si ils ont des bonnes recommandations. Donc je vais voir en fait s'ils peuvent, comme c'est une boîte qui est dans l'immobilier, je pense que je vais leur demander de parler avec des notaires avec qui ils travaillent. Surtout s'il y en a que j'ai déjà interviewé, ça me permettra d'avoir un peu de feedback sur est-ce qu'ils sont recommandables ou pas, est-ce qu'ils font du bon travail, parce que pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé de source qui me permet de dire qu'ils sont excellents ou pas. Ensuite, dernière tâche, on avait déjà un petit peu parlé, je vais relancer des invitations pour les invités courants du podcast pour garantir la fréquence de publication. C'est vrai que là j'ai plus beaucoup d'avance, donc il est temps
il est temps de s'y remettre, d'autant que l'interview que j'avais réussi à obtenir la semaine dernière, je crois que je t'en avais parlé, j'étais assez fier du truc, a été re-annulée. Donc voilà, il y a des invités qui sont un peu plus coriaces que d'autres, et celui-là, je pense que finalement, il va jamais passer sur le podcast. C'est malheureux parce que vraiment, c'est un invité de grande qualité, mais bon, après, voilà, certaines personnes ne veulent pas passer, ce n'est pas grave. Dernière chose, avant de te laisser, parce que traditionnellement, je te laisse après la to-do de la semaine, c'est une réflexion que j'ai en ce moment et que j'avais envie de te partager sur l'objectif du podcast et sur la façon dont les sponsors s'intègrent là-dedans. Parce que, bon, évidemment, il y a l'aspect financier où ça te rapporte de l'argent et ça te permet de progresser parce que tu peux prendre des prestataires, etc. Donc ça te permet de faire peut-être plus de contenu ou plus qualitatif. Mais en réalité, je me rends compte d'une autre chose. Moi, j'ai toujours fait ce podcast, et d'ailleurs, je te présente le podcast Le Family Office comme ma formation continue auprès des meilleurs professionnels. Et j'ai l'impression que cet aspect sponsoring fait pleinement partie de cette formation continue. À l'école, on m'a jamais appris à vendre. Et en réalité, là, quand je suis dans ces rendez-vous avec des prospects qui sont intéressés, qui ont envie d'aller plus loin et que je dois convaincre, et ben, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool, j'ai l'impression que ça me fait beaucoup progresser. Ça me fait avoir des déclics. C'est assez violent la vente, parce que t'es tout seul. T'es tout seul et tu dois convaincre les autres et essayer de comprendre si c'est bien dans leur intérêt de le faire ou pas. Parce que moi, tu vois, le but du podcast, c'est pas de ruiner ma réputation pour les 20 prochaines années, au contraire, c'est de l'augmenter. Donc dès qu'il y a quelqu'un que je sens pas, pas que je ne sens pas, mais quelqu'un qui ne va peut-être pas bénéficier du podcast, je vais lui dire que finalement, je pense qu'il va pas en bénéficier et que du coup, je lui propose de ne pas travailler ensemble. Et bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment envie de continuer les appels de vente avec des sponsors. Je sais pas exactement comment ça va se faire, mais j'aimerais bien avoir 1 ou 2 appels de vente par semaine pour continuer à progresser parce que je sens que ça m'apporte beaucoup. Et je sens aussi que dans mon métier de family officer, le fait d'avoir déjà vendu un service haut de gamme, etc., ça va beaucoup m'aider. Ça va vraiment énormément me faire progresser. Après, la seule question qui me reste, c'est de savoir comment est-ce que je vais fitter tout le monde sur le podcast, parce que le but, c'est de continuer à interviewer des gens que j'ai envie de rencontrer, et en plus d'avoir les sponsors. Et si je commence à bien vendre et à faire un ou deux appels par semaine, peut-être que ça va être un peu compliqué, mais bon, on pourra toujours passer un épisode par semaine, on pourra toujours trouver des solutions pour fitter tout le monde, et pour que je puisse continuer à apprendre des trucs, quoi, et que ce podcast soit aussi à la hauteur de mes attentes en termes de formation, on va dire, pour terminer. Voilà, je voulais te partager cette réflexion parce que je trouve que c'est intéressant de... J'avais vu avant la vente et le sponsoring un peu comme un truc qui me faisait chier, parce que je m'étais dit, c'est bon, je fais un podcast et j'ai suffisamment de travail, j'ai pas envie de travailler en plus pour avoir des sponsors, et en fait je me rends compte que c'est génial, que avoir des sponsors c'est génial, et que les rencontrer, essayer de les convaincre et tout, c'est aussi un exercice qui me plaît beaucoup, et donc que je vais essayer de toujours avoir dans mon agenda pour les prochaines semaines, 1 ou 2 rendez-vous par semaine. Ça me semble être un bel objectif déjà. Voilà, j'en ai fini, il est 21h40, donc moi je vais bientôt aller me coucher parce que je me couche toujours tôt, et ça c'est un des points sur lesquels j'ai bien progressé ces dernières semaines, c'est le repos. Je t'avais dit que je me sentais très fatigué, et maintenant c'est beaucoup moins le cas. Donc ça c'est top. Et donc je te souhaite une excellente semaine et plein de réussite. Et puis moi je te retrouve évidemment, comme d'habitude, la semaine prochaine. Salut!